Bienvenue à Rennes, bienvenue au couvent des Jacobins, bienvenue au Learning Show 2025. Pour la 8e édition de l'événement, la neuroéducation, l'intelligence collective et l'organisation apprenante, la valorisation des compétences, la formation responsable et l'expérience apprenante sont au programme des 2 journées des 13 et 14 octobre. Vous écoutez Radio Learning Show. Marion Trigodet, Thaïs Masson, le duo Clément Cahagne et Olivier Bernard, et enfin Sébastien Meunier et Nicolas Lozancic vous feront découvrir l'événement de l'intérieur. Pendant 2 jours, les animateurs d'ateliers, les partenaires, les visiteurs, les bénévoles vont se succéder au microphone pour votre plus grand plaisir. Installez-vous confortablement. Radio Learning Show, c'est parti! Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 2e jour en direct du couvent des Jacobins à Rennes pour le Learning Show édition 2025 avec pas mal de choses qui vont se passer encore aujourd'hui. Bonjour Nico, comment vas-tu ? Salut Sébastien, tout va bien, on a passé une première journée très riche, la deuxième va l'être tout autant et on commence avec quelque chose qui n'était pas fondamentalement prévu et ça tombe bien. Ah bon ? C'est une surprise peut-être ? Ça pourrait. Ça pourrait. On va tout de suite les lancer, vous le savez, on est en direct comme ça pendant 2 jours. On arrête à quelle heure nous, ce soir ? C'est des journées intenses avec tous ces invités qui débarquent, avec ces belles choses qui arrivent. On est là non-stop jusqu'à 16h. Exactement. Allez, pour commencer, pour vous souhaiter une bonne journée, une belle journée. Hein. Oui, il faut qu'on finisse de se réveiller. On n'est pas encore tout à fait réveillés. Regardez, on va lancer nos amis Olivier et Clément pour le JT du Learning Show. Toute l'actualité de l'événement en direct dans vos oreilles. Interviews, coulisses et reportages insolites. C'est le JT du Learning Show présenté par les sublimes Olivier Bernard et Clément Cahagne. Bonjour, salut Olivier. Allez, on est au micro, alors on y va. Hein. T'es en train de faire le mariole à côté, mais non, c'est parti, on est en direct. Hein. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est ça, Olivier, il danse. Hein. Ouais, il est 8h45 et je danse, c'est parti. Et comme disait Nicolas, on a tout changé pour vous. Ouais, exactement. D'accord ? Pourquoi c'est la joie du direct. Parce qu'hier soir, avec Nicolas, on s'est dit, mais en fait, c'est bien cette radio. Mais ce qu'on voudrait, c'est faire vraiment vivre, finalement, le Learning Show à toutes les personnes qui n'ont peut-être pas pu venir. Et la nuit porte en conseil, n'est-ce pas, mon cher Clément ? Ouais, exactement, c'est ce qu'on s'est dit hier en allant se coucher. On a décidé de vous faire une petite partie au départ, comme on a fait hier. Une petite analyse de texte, on verra un petit peu, j'ai préparé un petit texte qui va bien. Mais on va faire venir au micro surtout des participants pour essayer de vous faire vivre un atelier comme au Learning Show. Exactement. Et comme tu dis, c'est une surprise pour tout le monde. Je peux vous dire que pour nos 2 participants, c'est une super surprise. Mais comme le monde est bien fait, on a trouvé 2 personnes qui vont se présenter et qui vont vivre l'atelier avec nous. Et ces 2 personnes qui sont dans le monde de l'enseignement, ils vont se présenter juste après. Et ça tombe bien parce que ta première partie, elle parle justement de l'IA et de l'enseignement. Alors moi, c'est un sujet qui me passionne parce que moi aussi, je suis enseignant, vous le savez, dans une de mes nombreuses casquettes. Exactement, l'idée de ce premier temps, en effet, c'est de décrypter un texte que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, de vous en faire une petite analyse, de discuter un petit peu dessus. Attends, t'as appris à lire ? Ouais. C'est super. Dans la nuit. Et du coup, j'ai bien travaillé. I think this lecture is in English, ouais, by the way. C'est un livre en anglais, en effet. J'ai bien sûr fait le travail de traduction et d'analyse francophone, et je vais vous en faire une petite restitution. On t'écoute et dans le couvent religieusement. Ouais, en plus, c'est personne, ça fait très religieux. Alors, 2e jour du Learning Show, et pour démarrer la journée, je voudrais vous parler d'un sujet qui agite les salles de classe, les salles des profs, et probablement aussi vos fils d'actualité LinkedIn. L'intelligence artificielle à l'école. Alors, on entend la même rengaine depuis quelques années maintenant. D'un côté, des enseignants qui s'arrachent les cheveux en voyant des dissertations manifestement écrites par ChatGPT, et de l'autre, des étudiants qui se vantent, parfois avec un petit sourire en coin, d'avoir délégué leurs devoirs à une machine, puis d'avoir fait un petit copier-coller pour rendre leur DM. Mais aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant qu'on prenne le problème complètement à l'envers. Et si, au lieu de combattre l'IA, au lieu d'interdire, au lieu de la craindre, on l'imposait ? Cette idée, en réalité, c'est pas vraiment la mienne. Je l'ai découverte dans un livre qui s'appelle AI in Education, The Urgency of the Now, en français l'IA dans l'éducation, l'urgence du présent, un ouvrage collectif rédigé et dirigé par Leonardo Caporalrello et sorti récemment. L'auteur du livre, et l'auteur notamment du chapitre qui nous intéresse aujourd'hui, s'appelle Bruce Yebert. C'est un professeur qui enseigne l'éthique des affaires à des étudiants en MBA et qui s'intéresse particulièrement aux transformations pédagogiques induites par les nouvelles technologies. Alors Bruce, il a tenté une expérience. Imaginez la scène. Vous êtes prof, vous enseignez l'éthique des affaires, une discipline qui exige de la réflexion, de la nuance, du recul critique. Et un jour, ChatGPT débarque. Et là, c'est le drame.
Vos étudiants, qui devaient apprendre à construire une pensée solide, à argumenter, à développer leur propre jugement, eh bien ils se contentent de copier-coller ce que leur crache la machine. Les devoirs que vous recevez sont lisses, impersonnels, superficiels, il n'y a plus de recherche, plus de profondeur, c'est du remplissage. Brice a d'abord réagi comme la plupart d'entre nous l'auraient fait. Il a essayé de limiter l'usage de l'IA. Ok pour le brainstorming, mais la rédaction, vous la faites vous-même. Résultat, échec. Les étudiants ont continué à utiliser l'IA, mais en cachette. Et surtout, ils l'ont utilisé mal. Parce que quand on interdit quelque chose sans vraiment apprendre à s'en servir intelligemment, on crée juste de la triche et de la médiocrité. Alors là, Bruce, il a changé son fusil d'épaule. Au lieu de s'acharner à interdire, à l'instar de certaines grandes écoles françaises ou même de certains pays quand ChatGPT est arrivé, souvenez-vous, il a décidé de tout renverser. Le semestre suivant, il a annoncé la nouvelle règle à ses étudiants. Non seulement l'IA est autorisée, mais elle devient obligatoire. Oui, obligatoire. Vous imaginez la tête des étudiants, mais aussi des autres profs dans la salle des profs, non ? Alors attention, il y avait un piège, parce que Bruce, il n'a pas juste dit « Allez-y, utilisez ChatGPT et rendez-moi vos devoirs ». Il a mis en place un système ingénieux, en 2 étapes, qui force les étudiants à vraiment réfléchir. Premier temps, retour aux sources. Avant même de toucher à leurs ordinateurs, avant même d'ouvrir ChatGPT, les étudiants doivent prendre une feuille de papier et un stylo, à l'ancienne. Et ils doivent dessiner une carte mentale de leur pensée. Ça peut sembler un peu old school, un peu ringard même, mais c'est tout le contraire. Pourquoi ? Parce que ça oblige les étudiants à structurer leurs idées par eux-mêmes, à créer leur propre connexion logique, à organiser leurs pensées avant de demander de l'aide à la machine. Bref, à faire exactement ce qu'on attend d'eux, penser. Une fois leur carte mentale terminée, là, ils peuvent utiliser l'IA. Ils vont sur ChatGPT, ils lui donnent leur sujet et ils leur demandent de produire un texte. Mais, et c'est là que c'est brillant, leurs notes ne portent pas sur le texte généré par l'IA. Leur travail, leur vrai travail, c'est de produire une analyse critique de ce que l'IA a écrit. En gros, ils deviennent des correcteurs de la machine, des évaluateurs, des fact-checkers. Ils doivent débusquer les arguments faibles, les raccourcis intellectuels, les oublis, les biais, les erreurs factuelles. Ils doivent identifier ce qui manque, ce qui est trop superficiel, ce qui ne tient pas la route. En d'autres termes, ils doivent prouver qu'ils sont plus intelligents que la machine. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les résultats. Qu'est-ce que ça a donné ? Alors, les résultats tels que décrits par Bruce sont vraiment parlants. Premier effet immédiat, la triche a quasiment disparu. Bon, entre nous, c'est logique quand on y pense. Puisque l'objectif n'était plus de produire un texte parfait, mais une analyse parfaite de ce texte. L'IA ne pouvait plus faire le travail à leur place. Impossible de tricher quand la tâche elle-même consiste à évaluer l'IA. Mais l'impact le plus profond est ailleurs, beaucoup plus profond même. Cette méthode a forcé les étudiants à changer complètement de posture. Ils ne sont plus des consommateurs passifs d'informations, ils sont devenus des évaluateurs actifs, des penseurs critiques. Ils ont appris à ne pas prendre pour argent comptant ce que dit une machine, à questionner, à vérifier, à creuser. Et franchement, est-ce qu'il existe une compétence plus importante que celle-ci au XXIe siècle ? Alors bien sûr, Bruce reste lucide, il reconnaît que tout n'est pas parfait. Il a remarqué par exemple que si le niveau général de la classe avait fait un bond en avant, les étudiants les plus faibles ont vraiment progressé, mais les copies des tout meilleurs étaient peut-être un petit peu moins exceptionnelles qu'avant. C'est un compromis, mais un compromis qu'il juge largement positif. Parce que l'enjeu, ce n'était pas de préserver l'excellence de quelques-uns, mais de tirer tout le monde vers le haut. Et sur ce point, c'est une réussite totale. Voici mon analyse et ma conclusion un peu plus personnelle. Je voudrais prendre un moment pour vous dire pourquoi moi je trouve cette idée et cette approche absolument géniale. Ce que Bruce a fait, en réalité, ce n'est pas juste autoriser l'IA ou adapter son cours. Il a complètement redéfini ce que signifie apprendre dans un monde où l'IA existe. Et vous savez quoi ? Moi ça me fait penser à Rubén Puentedura. Rubén Puentedura, c'est l'inventeur du modèle SAMR. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, SAMR c'est un modèle pédagogique qui décrit 4 niveaux d'intégration de la technologie dans l'enseignement. Substitution, augmentation, modification et redéfinition. Au niveau le plus bas, on substitue juste un outil par un autre. Par exemple, on remplace un stylo par un traitement de texte. Au niveau le plus haut, la redéfinition, la technologie permet de créer des tâches qui seraient tout simplement impossibles sans elle. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Bruce n'a pas juste remplacé un devoir classique par un devoir avec IA, il a créé une tâche pédagogique entièrement nouvelle. Une tâche qui n'aurait aucun sens sans l'existence de l'IA. Et surtout une tâche qui vise un objectif pédagogique plus élevé que l'objectif initial. Avant, l'objectif c'était rédiger une dissertation sur un sujet d'éthique. Maintenant, évaluer de manière critique un texte généré par une IA en mobilisant ses connaissances, son esprit critique et sa capacité à identifier les failles d'un raisonnement. Vous voyez la différence ? On est passé de la production à l'évaluation critique, de la restitution à l'analyse, et c'est un saut qualitatif énorme.
Ce que nous montre cette expérience, au fond, c'est que la peur est mauvaise conseillère. Interdire l'IA à l'école, c'est probablement une bataille perdue d'avance. Mais surtout, c'est passer à côté d'une opportunité extraordinaire. La vraie révolution pédagogique, ce n'est pas d'apprendre à nos étudiants à faire sans l'IA, c'est de leur apprendre à penser avec elle, et parfois contre elle. Il ne s'agit plus de savoir réciter une leçon par cœur, il ne s'agit plus de savoir produire un texte parfaitement formaté, il s'agit de savoir dialoguer intelligemment avec une technologie qui façonne déjà notre monde et qui va continuer à la façonner, que ça plaise ou non. Waouh! Waouh! Ouais, c'était une intro à 8h45 comme ça. Alors, donc c'est toute la thématique de l'IA à l'école et on a de la chance d'avoir avec nous deux invités exceptionnels, hein, parce qu'on les a pris comme ça, au saut du lit. Je confirme. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux? Et vous êtes enseignants dans une école et c'est ça qui nous a intéressés parce que vous avez bien compris qu'on va parler un petit peu d'IA à l'école. Et voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes, bien parler en face du micro, vous pouvez le lever un petit peu, tout doucement. Clément, tu aides? Ouais, voilà. Et puis après, ne plus le toucher. Voilà, bien parler en face du micro. C'est à vous de jouer. Oui, bonjour tout le monde, je suis Rafik Gourek, donc je suis formateur à l'Institut de formation des professionnels de santé au centre hospitalier Guillaume Régnier sur Rennes. Je travaille là-bas depuis presque 5 ans et je suis très content de participer à cet échange. Mon parcours est assez multiforme et complexe, mais en tout cas, je suis ravi de participer à cet échange et de parler de la pédagogie et de l'IA en même temps. Je laisse la parole à mon collègue, sinon je vais prendre trop la parole. Benoît Houé, cadre formateur aussi sur l'IFPS du CHGR, donc le centre hospitalier Guillaume Régnier. Et on a cette particularité de former les étudiants à une licence en soins infirmiers en partenariat avec la fac de Rennes 1 et de Rennes 2. Donc c'est super Clément, parce qu'on a là deux acteurs qui ont un public qui est carrément des étudiants. Donc la première partie de ton texte, c'est finalement l'IA à l'école. Ouais. D'accord. Est-ce que ça s'utilise? Est-ce que vous avez une partie du texte disait au départ on a essayé de l'interdire, d'accord? Et je sais que dans des écoles il y a des chartes. Alors on va pas parler que de la vôtre, hein, mais il y a des chartes. Est-ce que vous l'IA vous l'utilisez ou pas du tout? Alors nous on l'utilise assez régulièrement, les étudiants aussi. Voilà. Après en effet on est pour l'instant au début. La charte pour l'instant n'est pas encore rédigée pour le moment. Elle se réfléchit. Et on a en ce moment, on se heurte un petit peu à ce que vous avez pu montrer en avant mettre en avant dans le texte. Ouais. Dans le texte. Ouais. Et quand tu dis se heurter, c'est quoi par exemple? C'est quoi les principales heures les freins, ouais. Et du côté des profs d'ailleurs et du côté des étudiants, parce que je pense que c'est un peu des deux côtés. Hein. En fait, on a la chance d'avoir un projet qui vient accompagner les personnes en situation de handicap invisible et troubles de l'apprentissage. Donc on met à disposition en amont les supports pédagogiques des intervenants et nos supports. Et quand, par exemple, certaines pédagogies actives, on les rend acteurs de leurs propres évaluations, et bien finalement, en fait, ils utilisent l'IA pour prendre le support, le mettre sur l'IA et poser les questions. Et parfois, ils réajustent des questions pour que ce soit plus facile de valider l'UE. En fait. Donc on se heurte en fait finalement à plus que ce que le formateur ou l'intervenant dit, mais plutôt le principe de valider une UE pour valider une UE. C'est ça. UE, pour ceux qui ne sont pas dans le monde de l'enseignement, c'est unité d'enseignement, d'accord? C'est notre jargon à nous de profs, là, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils utilisent finalement l'IA, pas tellement pour apprendre et construire, mais plutôt pour valider un examen. Et pour produire, ouais, tout à fait. Et pour produire. Ouais. Et c'est vrai que le texte, je le trouvais particulièrement intéressant parce que il remet d'une certaine manière en place un truc moi qui m'intéresse beaucoup, c'est comment intégrer les technologies dans des déroulés pédagogiques pour que ça fasse sens. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce que je dis un peu à la fin dans la conclusion, c'est que ça permet de monter un peu le niveau. Hein. Si on pense en taxonomie de Bloom, on passe de savoir rédiger à savoir interpréter, savoir analyser, savoir évaluer. Donc on est beaucoup plus haut dans les niveaux. Ça demande un retravail et une réingénierie pédagogique qui est assez énorme. C'est assez facile quand on le lit comme ça dans un bouquin. Et j'imagine que Bruce, qui a écrit l'article, il y a passé énormément de temps. Quand on doit le faire dans des institutions, etc., c'est sûr qu'il y a énormément de freins, de contraintes qu'il faut prendre en compte pour pouvoir intégrer ça correctement. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu nous montres, c'est qu'il est passé du « vous pouvez utiliser l'IA » à l'IA, c'est obligatoire. Ouais. Et je pense que c'est important dans un monde comme aujourd'hui, 21e siècle, dans lequel l'IA est en fait omniprésente. Il faut, d'une certaine manière, former ses étudiants à ça et à l'utilisation de l'IA intelligemment. Je pense que la formation des étudiants, elle est super importante, Rafik.
Oui, je confirme pour la bonne simple raison qu'aujourd'hui, on est actuellement en train de travailler des unités d'enseignement comme la recherche et pour corroborer un peu les propos qui ont été tenus. La recherche, c'est pas simplement restituer des données, des informations, c'est critiquer des articles. Benoît et moi, nous œuvrons auprès des professionnels, des futurs professionnels de santé, à non seulement une fois une information acquise, c'est la comprendre, mais aussi vérifier sa solvabilité, c'est-à-dire objectiver l'article et vérifier que c'est avec fondement et sur une culture scientifique aiguisée et expérimentée. Donc Rafik, ce que tu dis en fait, c'est que l'esprit critique, finalement on peut utiliser l'IA, l'esprit critique c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il faut former nos étudiants, enfin les étudiants à cet esprit critique. C'est un petit peu ce qu'il a fait cet auteur là dans son article. Et du côté des enseignants, d'accord ? Est-ce que l'IA est facilement acceptée ? Alors moi je peux parler dans les écoles que je côtoie, l'IA n'est pas toujours facilement acceptée en se disant non mais ça pique mon boulot ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça en est ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors on a la chance d'être sur une formation professionnalisante, Ouais. donc l'IA a sa place, mais elle n'a pas toute sa place. Après je vais laisser la parole à Benoît pour pas trop l'emboliser ce micro, mais juste pour vous dire que nous formons des professionnels de santé, c'est-à-dire donc à exercer le métier d'infirmier, mais n'empêche que l'IA a toute sa place sur la culture scientifique, sur la culture de la réflexion et de l'argumentation. Et c'est là où c'est en lien avec ce que disait Benoît en amont, c'est-à-dire que nous avons un projet pédagogique, nous avons une philosophie et une culture de l'intelligence artificielle au service de l'être humain, mais en aucun cas pour le remplacer. D'accord, ok. Benoît, tu voulais ajouter quelque chose ? C'est surtout qu'il y a certaines modalités pédagogiques pour lesquelles on n'a pas besoin du tout d'IA en fait. C'est-à-dire qu'on a des... Comme quoi par exemple ? Parce que j'aime bien, tu as utilisé le mot modalité. Comme quelle modalité où tu n'utilises pas du tout d'IA ? La simulation, tout simplement. La D'accord. simulation, on pourra dire procédurale. Ouais. On peut aussi avoir comment ça s'appelle ? Les compétences finalement psychosociales, où on peut avoir des simulations d'entretien pour Tout à lesquelles fait. en fait les scénarios peuvent être rédigés par l'IA, mais en fait l'effecteur il sera toujours avec Des humains. un étudiant avec un professionnel ou avec un patient. Donc il faudra D'accord, mimer ce qui se passe à l'hôpital. Par exemple. C'est pas une simulation. Tu dis avec un patient. Là, c'est vraiment en vrai dans l'hôpital. Oui, ça Ouais, peut tout être à fait. aussi C'est de vraies situations. Oui. Learning by doing, on va dire, apprendre sur le terrain, encadré par des enseignants. Vous êtes dans le pratique, vous. Hein. Oui. Même si je pense qu'aujourd'hui, il y a des IA conversationnelles qu'on peut briefer, tweaker d'une certaine manière pour faire des exercices de ce type-là, mais je reste entièrement en phase avec vous. Il y a des humains derrière pour briefer, débriefer et asseoir les compétences et être capable derrière de les transposer dans un univers professionnel. Et surtout, tu touches le verbal en fait. Même avec une IA, tu n'auras aucun part verbal, tu n'auras aucune émotion qui est dégagée par l'IA encore. Peut-être même le physique. Enfin, j'imagine si c'est des douleurs ou des choses comme ça, le physique et ça, l'IA peut pas le faire. C'est vrai que le verbal, on peut commencer à le toucher, Ouais, on le touche un peu, ouais. mais le physique, etc., je pense que le vrai contact avec le patient dans vos métiers, il est Ça va indispensable. être plus compliqué. Il est indispensable et puis il faut savoir aussi que nous travaillons actuellement dans un cadre légiféré, Bien sûr. c'est-à-dire avec Ah des oui. textes. Ah bah oui. Et malheureusement, pour l'instant en tout cas, à ce jour, l'IA n'est pas réglementée, dépasse nos frontières et c'est peut-être là où il c'est faut hors du être cadre. extrêmement Tout à bien fait. sûr, c'est clair. Alors, ce qu'on va essayer de vivre avec vous, d'accord, et c'est une grande première, vous êtes les premiers. D'abord, merci beaucoup pour votre participation, d'accord, et c'est une grande première. En fait, on va essayer, vous qui êtes à distance, et je sais qu'il y en a qui sont à distance parce que vous avez eu des petits problèmes de son au début, mais maintenant tout est réglé, puisque je suis en face de mon PC et j'ai les messages. Merci, monsieur Schnour, madame Schnour, je ne vois pas d'ici, c'est monsieur a priori. Donc, l'idée, c'est quoi ? On va vous faire vivre un atelier du Learning Show, d'accord ? Donc, comme si vous y étiez, cet atelier s'appelle Clément ? Cet atelier s'appelle concevoir un parcours multimodal en utilisant une méthode gamifiée. Et pour ça, Benoît et Rafik, on va vous demander de construire en 10 minutes chrono, et c'est ça la force de ce jeu, donc c'est vraiment, on est bien d'accord, on va jouer, en 10 minutes chrono, vous allez créer un parcours de formation multimodal avec plusieurs modalités, rassurez-vous, il va y avoir des cartes et Clément va vous expliquer. Et l'idée, c'est de construire un parcours multimodal. Vous avez entendu dans l'article que Clément nous a lu, il a parlé de carte mentale. D'accord ? Eh bien, on va vous demander de créer pour vos étudiants. Vous utilisez les cartes mentales dans votre école ? Okay. Absolument, oui. Ouais, trop bien. Régulièrement. Eh bien, on va vous demander de créer un parcours multimodal pour apprendre à utiliser les cartes mentales. Et le public, c'est vos étudiants. Ça vous va ? Clément, à toi d'expliquer la méthode. Attention, il te reste 2 minutes pour expliquer, 10 minutes pour jouer. Top, c'est parti !
Alors, ce que vous avez en face de vous ici, c'est un jeu qui s'appelle le mur d'escalade. Je peux te couper tout de suite? Bah, oui. Chers auditeurs, repassez sur YouTube, vous allez voir le matériel. Si vous aussi vous voulez jouer, Ah oui. prenez une feuille de papier et jouez avec nous. Voilà, d'accord? On va jouer ensemble, on va vous faire vivre l'atelier. On ne vous oublie pas en ligne. C'est parti Clément, je te coupe plus. Donc sur la table ici vous voyez un mur d'escalade. Ce mur d'escalade il est divisé en 3 zones. Une première zone en bas avant, une au milieu pendant et une après. Une tout en haut pardon qui s'appelle après. L'objectif et votre objectif c'est de concevoir un parcours multimodal donc qui va permettre, qui va être constitué de modalités pédagogiques dans les temps avant, pendant et après. Alors quand on fait ça en général, on peut être parfois un peu frustré, on peut avoir des œillères, rentrer dans des schémas qu'on a l'habitude de refaire. Et là l'idée de ce jeu c'est justement de pouvoir vous mettre dans une situation où vous allez être un peu créatif et vous allez pouvoir imaginer un parcours multimodal à partir de ce canevas et de cartes. Ces cartes, je vais vous en donner 6. Sur ces 6 cartes, il va y avoir 6 modalités. Vous allez être obligé au premier tour d'en positionner 4 maximum. Donc vous devez en jeter 2 ou plus. Okay. L'idée c'est quoi? Ça va être de positionner les modalités qui sont présentées sur les cartes ici. Donc je les présente ici à la caméra. Prendre les modalités, les lire, en prendre connaissance et les positionner à un endroit. Donc par exemple ici, comme ça ou comme ça. Enfin bref, l'idée c'est de pouvoir réfléchir, travailler ensemble en intelligence collective tous les deux à l'implémentation des modalités du parcours. Okay. La première phase ce sera celle-ci, puis après on verra qu'il y a quelques petits incidents de parcours. Hein. On vous mettra de petites contraintes créatives. L'idée c'est de vous faire réfléchir globalement à un parcours qui vous paraît le plus pertinent possible pour l'objectif qui, je le rappelle, Olivier, est de créer un parcours multimodal. Pour ceux qui sont à distance, vous allez prendre une feuille de papier, la diviser en 3 parties, avant, pendant, après, et on va vous lire. Benoît, tu pourras nous lire, s'il te plaît, les modalités que tu as devant toi, comme ça vous allez pouvoir les placer vous aussi. Je vous rappelle, on doit créer un parcours sur créer une carte mentale, d'accord, pour un public d'étudiants. Première modalité. Alors c'est un e-learning. Un e-learning, c'est parfait. Donc e-learning, vous, ok. Deuxième modalité. Une classe virtuelle. Une classe virtuelle. Je pense que tout le monde connaît ma distance. Oui, on me dit oui, à distance, on connaît. Un afterwork. Un afterwork. Ah, ça t'aime bien Olivier ça. Ah, j'aime bien les afterwork. Alors, afterwork au petit déjeuner, ils sont morts de rire, hein, vous les voyez. Afterwork au petit déjeuner, c'est un moment un peu convivial, mais qui est quand même de la formation. Je vois que tu connaissais quand même Afterwork et petit déjeuner. Je vois qu'ils connaissaient bien tous les deux. Ils sont rennais. Hein. Là, on est before work aussi. Ah oui, before work, ouais, tout à fait. Présentiel. Du présentiel. Présentiel et présentiel. Alors, tu as 3 présentiels. Ça, c'est le hasard. Hein, il y a plusieurs fois présentiel. Donc maintenant, chez vous, vous avez 3 présentiels, un afterwork, un e-learning, une classe virtuelle. Et vous pouvez arranger ça pour créer. Et vous avez 2 minutes pour placer les cartes. Donc ici, on joue. Donc bien sûr, l'idée, c'est de réfléchir, de discuter ensemble. N'oubliez pas l'objectif, la cible, la thématique. Et sélectionner au maximum 4 modalités. Objectif pédagogique, à la fin de ce parcours de formation, vous serez capable de créer des cartes mentales sur un sujet donné. Le public, ce sont des étudiants, d'accord, dans une école. Et voilà, je pense que j'ai dit à tout. Penser à l'expérience d'apprentissage dans son ensemble et non avec une approche produit. C'est top. Ouais, c'est ça. Donc Yoann à distance me dit penser l'apprentissage dans son ensemble et non avec une approche produit. C'est top. Merci Yoann. Ce qui est important aussi, tu vas voir. Donc on vous laisse placer les cartes. Moi, je discute un peu avec Bonjour Yoann. Bonjour Yoann. Yoann. LXD, donc il voit très bien l'approche centrée utilisateur et produit. Ah, tu connais Yoann. Alors tu as un grand bonjour de Clément Yoann. Et vous allez voir qu'ensuite, il y a une deuxième phase. Alors là, on vous fait goûter. C'est un petit peu une expérience, vous, à distance. On veut vous faire profiter du Learning Show, même si vous n'êtes pas là. Et l'année prochaine, je pense qu'on est parti sur... On va créer avec Nicolas, vraiment une expérience Learning Show, mais pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, vivre des ateliers à la radio en direct. D'accord ? Voilà. Donc merci vous êtes nos premiers, nos testeurs, et vous nous ferez un retour. La même. Alors là, ils sont en train de discuter. Chez vous, même chose ? Ouais, merci Johan, c'est trop bien. N'hésitez pas à réagir en ligne. Je suis devant vous. Je lis vos commentaires. Donc merci à vous. A priori, ça marche bien le son maintenant. Ça va ? Alors là, c'est des grandes discussions. Je sais que c'est la radio. Donc c'est parti. Okay. Donc, alors on vous laisse expliquer ce que vous avez fait pour l'instant et comment vous avez positionné. Donc 3 modalités à ce que je vois ici. Donc vous n'oubliez pas, on doit en jeter minimum 2. Ils en ont placé 3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours pédagogique, les 3 que vous avez placés ? Alors on va surtout vous expliquer pourquoi déjà on a enlevé les trois premières. Ouais, j'adore. C'est une façon de faire aussi, ça marche. En fait on a enlevé, il y avait 3 présentiels, on en a enlevé 2 puisque elles étaient, il y avait une partie qui était rayée sur la partie avant et donc du coup on était forcément
au milieu et après. Et Il y a des conseils en effet de positionnement sur les cartes, j'explique aux auditeurs, hein, donc il y a des règles de positionnement potentielles et donc vous avez vu ça pour éliminer. Ok. Ouais, disons qu'en fait le présentiel, on va essayer de multiplier en fait un peu les modalités pédagogiques pour améliorer l'assimilité des données, des connaissances. Et classe virtuelle, alors nous on a essuyé le Covid pendant la formation. La formation a suivi pendant le Covid et c'est vrai que la classe 100% virtuelle, elle est compliquée dans le milieu professionnel, dans notre domaine. Okay. Et donc en fait, même pour votre type d'étudiant ? Ouais. Ok, d'accord. Justement, on a fait du 100% distanciel et les étudiants, ils en avaient un petit peu marre, donc on a fait du présentiel et on a fait de l'hybride présentiel-distanciel. Okay. Et ça n'a pas trop bien fonctionné, donc on enlève notamment par notre expérience, donc la classe virtuelle. Donc ça c'est intéressant, c'est que vous comparez bien à votre objectif, à votre public et ok, vous avez positionné donc e-learning avant, présentiel pendant et after work après. Hein, c'est ce qu'on voit ici sur le plateau. Olivier ? C'est super, j'adore. En plus, on est tombé avec vraiment des gens qui font plein de... Merci, vous êtes top. Alors, on va passer à une deuxième tirage. Donc, on fait... Voilà, il arrive un incident. Malheureusement, il y a des prises qui glissent sur le mur d'escalade. Tu peux peut-être leur donner une ou deux cartes en plus aussi, d'accord. Donc, tu as un incident, d'accord. Je vous donne les 5 autres cartes. Ça va être la deuxième phase. Vous avez un incident de parcours à gérer. Et vous avez d'autres modalités à positionner ici. Encore une fois, l'idée, ça va être de réfléchir. Là, ça, vous n'avez pas d'autre solution que de le retirer. Vous devez retirer une des modalités. La carte incident, c'est retirer obligatoirement une des modalités qui a déjà été posée. Donc chez vous à distance, vous devez barrer une des modalités qui a été posée, d'accord ? Et vous allez en avoir des nouvelles à poser. Et ils vont nous lire les nouvelles modalités. Alors je vais vous les lire pendant qu'ils réfléchissent. Ouais. On a la classe virtuelle qu'on avait déjà avant, mais vous voyez qu'il y a plusieurs fois la même modalité parce que des classes virtuelles on peut en mettre plusieurs dans un parcours multimodal. Vous avez la réalité virtuelle qui peut être intéressant pour de l'application de gestes métiers, savoir-faire, savoir-être, etc. etc. Vous avez aussi le e-learning qu'on a déjà eu avant, le MOOC, le SPOC, donc des parcours de formation sur le long terme, gratuit, ouvert à tous pour le MOOC et fermé en entreprise pour le SPOC. Et le micro-doing. Le micro-doing qui est une modalité que j'aime particulièrement, notamment pour le transfert des acquis dans l'apprentissage, puisque c'est des petites actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre après un parcours pour intégrer les acquis dans la pratique professionnelle. Donc chez vous à distance, vous avez eu la liste de toutes les modalités que Clément vient de lire. Donc vous devez en barrer une. Il y a eu un incident de parcours. C'est vraiment ce qui se passe dans le jeu. Le jeu est plus complexe. Là, on vous le fait goûter. Ouais, là c'est donc, version simplifiée. Version simplifiée en 20 minutes top radio. D'accord. Et il nous reste encore 5 minutes. C'est parfait. Et donc là, vous barrez une des modalités que vous avez aimées et vous en remettez. Alors, au minimum. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez en mettre plusieurs. Vous avez le choix. Vous pouvez mettre plusieurs pendant, par exemple, si vous voulez, ou plusieurs après. C'est comme vous voulez. Vous avez le droit, d'accord. Vous pouvez mettre des modalités avant, pendant, après. À distance, c'est OK. Vous nous suivez. Ouais, je vois vos commentaires. C'est topissime. Ouais, c'est top. Donc l'idée, c'est de vous faire vivre, d'accord. Voilà. Allez, Johan, on travaille. On fait ça aussi. Ouais, Johan travaille a priori. Ouais, c'est bien. Alors c'est double pouce de notre côté. On a terminé. Je sais qu'on le fait un peu au pas de course. On vous laisse la parole. Expliquez-nous un petit peu. Alors nous, c'est vrai qu'on a une formation professionnalisante et on a des étudiants qui sortent du baccalauréat, mais aussi on a des gens qui sont en reprise de formation, qui ont déjà des expériences professionnelles en tant qu'aide-soignants, qui ont déjà fait certains modules de la première année notamment. Et donc on a proposé un after-work sur un temps informel pour lequel en fait on le dédie quand même de façon formelle dans le planning étudiant, mais on appelle ça du suivi pédagogique, c'est-à-dire qu'on recueille un petit peu les expériences, les expériences professionnelles, les compétences déjà développées par les étudiants, et afin de pouvoir déjà assurer une continuité, une cohérence de son parcours de stage, et pour le guider aussi sur ses méthodes pédagogiques et à l'interroger sur ses propres connaissances de lui-même, à savoir comment il travaille, est-ce qu'il travaille tout seul, est-ce qu'il travaille à plusieurs, et favorisé parfois par le tutorat ou la pérédance. Donc là on était sur le avant, c'est ça, l'afterwork, donc ce temps informel. Le pendant, vous avez mis 2 modalités, présentiel, réalité virtuelle. Wow, réalité virtuelle pour apprendre à faire des cartes mentales. En fait, on en a déjà fait un petit peu, dans le sens où on pourrait présenter un cours magistral qui reprend par exemple un cours sur l'infarctus, et puis on pourrait approcher la possibilité d'avoir un milieu immersif avec des vrais patients qui font un infarctus, et on pourrait constituer une expérience. Et comment tu rentres ta carte mentale là-dedans ? Justement, en fait, ce sera justement dans l'objet du débrief, c'est de retirer, de prendre des catégories. On met des titres et les étudiants constituent
Attends, juste, j'adore. Putain, on les a pas pris. Enfin, si c'est par hasard, ils sont incroyables. Donc l'idée, c'est tu fais vivre un infarctus, tu m'as dit, hein, d'accord. Et derrière, comment vous retenez les étapes pour intervenir. Je sais pas, j'y connais rien. Exactement, et c'est tu ça. utilises la carte mentale, donc c'est un vrai exercice de mise en pratique. Exactement. Et pas un truc théorique. Exactement. Moi, je dis double pouce. Ah ouais, moi aussi j'adore. Donc il y a le présentiel quand même, cette modalité que vous avez gardée, très bien. Et vous êtes allé après le micro-doing. Alors moi j'adore, hein, personnellement j'adore le micro-doing. Qu'est-ce que vous voulez faire en micro-doing sur le après? Et bien justement, en fait, c'est la formulation du débrief final collectif pour que chacun finalement constitue sa compétence autour de la gestion de la prise en charge, par exemple, d'un patient porteur d'un infarctus ou en faisant un infarctus. C'est impeccable. Ouais. Alors, on vous avait fait une promesse, vous passez pas la journée avec nous, mais vous y prenez goût, hein. Vous y prenez goût, ouais. C'est quoi votre retour? C'est quoi votre feedback sur tout ça? Alors, avant d'aller sur le feedback, je vais quand même expliquer que là, on a fait la première phase, mode simplifié. Normalement, il y a beaucoup plus de modalités, beaucoup plus de tours. On peut faire ça en collectif, on peut faire ça seul si on veut, si on s'ennuie le soir. Et il y a une autre phase, et c'est pour ça qu'il y a un petit pion ici. L'autre phase, en fait, c'est quoi? On va pas avoir le temps de la faire, on va pas la faire là, mais ça, en fait, c'est votre première grimpeur, c'est votre ouvreur, c'est votre apprenant. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer l'apprenant sur chacune des modalités. On va scanner le QR code ici et on va avoir des questions relatives à chacune des modalités pour se mettre à la place d'eux. Et se poser les questions de « Ah bah tiens, je vais vivre un cours en réalité virtuelle, je vais vivre la modalité réalité virtuelle. Moi, en tant qu'apprenant, quelles sont les bonnes questions, moi, concepteur pédagogique, il faut que je me pose si j'étais à la place de l'apprenant ?» Vous voyez, pour imaginer un peu tous les liens qu'il peut y avoir entre les modalités. Tu peux par exemple nous regarder en ligne, hein. Bien sûr vous n'avez pas le QR code, mais l'idée c'est quoi? C'est de se dire, bah voilà, on fait de la réalité virtuelle, alors vous en faites, qu'est-ce que l'apprenant va avoir en tête sur la réalité virtuelle? Donc le QR code va vous donner des questions, mais par exemple Clément, tu peux nous donner un exemple de question? Donc là j'ai flashé le QR code ici, on se retrouve sur une petite appli qu'on voit voilà, comme ça. Vous voyez les numéros qui apparaissent, les numéros correspondent aux numéros des prises sur les cartes, donc là je vais aller à réalité virtuelle 8, je clique sur 8. Et si tout se passe bien, en fait, je vais avoir les questions de l'apprenant. Donc par exemple, on a « Est-ce que je saurais manipuler le matériel sans difficulté? Suis-je à l'aise avec les environnements immersifs? Y aura-t-il un formateur pour me guider ?» Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, je suis en train de concevoir un parcours pédagogique. Non, mais attends, faut pas oublier l'apprenant. Donc, on se centre vraiment dans cette phase 2 sur l'apprenant proprement dit. Et là, à la fin d'avoir utilisé ce jeu-là, on a un parcours pédagogique et on s'est mis des deux côtés du miroir. Moi, je dis toujours côté prof et côté apprenant. Parce qu'on sait que la réalité virtuelle, parce que vous avez pris du haut voltige là, dans les modalités. Il n'y avait pas de contrainte de budget, ils avaient le droit. Hein. Ah, mais non, ouais. Et effectivement, c'est quelque chose, il faut se mettre à la place des apprenants. Ouais, c'est top. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Votre feedback, votre retour à chaud sur... normalement, ça se fait plutôt en 3 heures, hein, on est bien d'accord. Là, vous l'avez fait en mode speed de 10 minutes, un quart d'heure. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est un outil, une méthode qui vous paraît intéressante? Alors c'est super intéressant parce que ça permet justement d'avoir quelque chose de très aléatoire et d'être malléable en fait. Ça teste l'adaptabilité du formateur sur des changements de modalité pédagogique sur un cours. On ne change pas l'évaluation, mais par contre on change la manière finalement de tracer le chemin pour parvenir à l'objectif final finalement. Et là, je dirais que aussi, en fait, c'est surtout la bonne connaissance de l'étudiant, surtout avec toute sa compréhension dans sa globalité, c'est-à-dire c'est l'aspect méthode de travail pour lequel lui il est à l'aise, et puis sa connaissance de lui-même, à ce qu'il puisse nous transmettre aussi sa capacité à apprendre, à travailler en collectif pour développer des compétences et aller plus loin grâce au collectif. Et développer les parcours adaptés. Et là, Rafik et Benoît, vous nous avez prouvé que vous connaissiez votre public, mais sur le bout des doigts. Parce que ce que vous avez fait, c'est juste impressionnant. Vraiment. Rafik, ton retour sur cette expérience short, alors là, c'était vraiment du court, hein, d'accord? En fait, en vrai, quand on joue, on prend une heure à 2 heures pour construire le parcours tranquillement. Ouais, là, on l'a fait en 10 minutes, mais je vous avais fait une promesse. En tout cas, c'est vraiment passionnant pour la bonne et simple raison que on reconnaît le côté acteur dans ce processus d'apprentissage et de formation, une notion d'engagement. Et dans notre modèle au quotidien, on utilise le courant socio-constructivisme. Oui. Et je vais l'appeler le socio-constructivisme à l'état moderne. Oh, merci beaucoup. J'achète. Beaucoup. À distance, on me dit, soulève la feuille qu'on puisse scanner le QR code. Donc on va vous le faire. Ça, alors je vous mets laquelle? Je vous mets réalité virtuelle? Non, le celle-ci, QR code là, qu'il puisse avoir. Donc on va vous soulever la feuille pour que vous puissiez. Alors là, merci parce que on l'a pas encore en direct, il faut attendre un petit peu. Voilà, c'est en train d'arriver. Alors attends que je vois. Que je suis assez zoomé. Approche-toi encore un petit peu. Voilà, alors là c'est du grand direct si vous êtes. Non, on espère que ça fonctionne. On essaye, hein. C'est une toute grande première. Le scan de papier via une webcam en live sur YouTube, j'avais jamais fait ça. Donc ça c'est fait, merci. On a aussi Johan qui nous dit c'est super puissant quand on étudie le contexte de l'apprenant. C'est ce qu'on disait. Hein.
On est bien d'accord, vas-y Clément, tu veux y aller? Bah oui, non mais je suis entièrement d'accord. Et Johan, en fait, ce jeu, ça s'inscrit dans un consortium de plein de jeux dans lesquels il y a notamment ces phases de réflexivité et de réflexion sur qui est notre apprenant, quels sont ses moyens, ses façons d'apprendre, quelles sont ses caractéristiques finalement, et comment on peut le caractériser pour avoir des parcours qui répondent réellement à lui. Exactement. Et on va s'arrêter parce qu'on s'est Ouais. promis. Alors d'abord, je veux dire aux gens en ligne, merci d'avoir joué le jeu. Là, j'ai par exemple un retour. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour le QR code. On Trop bien. a essayé de vous faire toucher l'atelier même si vous n'étiez pas là. Donc un tout grand merci de votre participation. C'était une première, on avait envie. Et on voudrait vous faire un cadeau à tous les deux, si ça vous dit. On va vous offrir un jeu, un plateau et un jeu de cartes. Ça vous va? Voilà, c'est un prototype. Vous C'est un n'avez pas proto, encore hein. tout. C'est pas D'accord. parfait, mais ça a le mérite d'exister. Voilà, on va vous offrir ça, comme ça vous pourrez le tester Alors si vous vous avez des aurez retours. un petit pion et des haricots rouges parce qu'on n'a pas encore les vrais jetons. Mais pour compter les points, vous verrez que normalement c'est des vrais jetons. Voilà, et bien tout doucement. Donc Merci à vous. merci à vous deux, vous Ouais, avez merci à été vous deux, ouais. extraordinaires. Clément, il est 9h25, on va bientôt on va rendre bientôt l'antenne. rendre l'antenne en effet à nos amis Sébastien et Nico. On voit que les premiers ateliers là sont en train de se lancer parce que 9h30 c'est le début des ateliers au Learning Show ici à Rennes. Tout le monde a pris son petit café, tout le monde a pris son petit croissant, il y a des petits yeux, il y a des yeux bien éveillés aussi. Toi tu as des petits yeux Olivier. Bah oui, j'ai travaillé sur l'atelier toute la nuit pour que les personnes à distance puissent vivre avec nous. J'ai une question à distance encore, s'il te Ouais. plaît. Alors je la lis vraiment, je suis pas en train. Où peut-on trouver le jeu de cartes? Alors le jeu c'est un prototype qu'on développe, enfin c'est un jeu qu'on développe avec Olivier. On a ouvert une campagne de financement participatif pour financer les prochains jeux. Donc on vous mettra si ça vous intéresse les informations dans le chat. Et voilà, on recherche du financement pour être capable de produire ces jeux parce qu'en fait 80% de ça, 75% de ça, c'est les coûts d'impression, les coûts des imprimeurs. Ouais. On fait fabriquer en France et donc voilà, il y a des coûts qui sont liés à ça. Mais l'idée en effet c'est d'avoir plein de mini-jeux comme ça à terme qui soient utilisables par les équipes pédagogiques, experts métiers, apprenants, enfin vraiment que ce soit dans la bonne intelligence collective et qu'on puisse travailler à des nouveaux parcours un peu novateurs, créatifs et différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors tu peux préparer. On va vous libérer, on vous Ouais, avait on va vous promis. libérer. 9h25. Je te laisse conclure. Ouais, je vais conclure avec vous, d'accord. On va vous préparer le jeu. Tu leur prépares le jeu peut-être, ouais. On vous prépare le jeu et on vous libère. Un tout grand merci à tous les deux. Bah, vous voyez quelquefois le hasard de la vie, il est incroyable. Et on se connaissait pas du tout, pour être honnête. Hein. Et merci d'avoir participé. Vous êtes incroyables parce que franchement sortir la réalité virtuelle dans une carte mentale, ça franchement vous êtes double pouce, moi comme je dis. C'est super. Ils ont beaucoup de chance d'avoir des enseignants comme vous. Je sais pas, un petit mot pour conclure? Merci à vous, merci. Belle expérience en tout cas. Et c'est un premier learning show pour nous, donc on est super contents. Eh ben bravo, franchement, Rafik. Merci, un moment de plaisir et bravo pour cette innovation. Un tout grand merci à tous les deux. Et puis mon acolyte est en train de préparer le jeu. Donc en ligne, c'était une toute première, d'accord. Nicolas, tu veux peut-être venir au micro aussi pour expliquer. Donc c'était une toute première, Nicolas. Moi ce que je suis vraiment content, c'est que, enfin j'espère, en tout cas on a 4 personnes et c'est pas rien qui ont discuté avec nous. Tu connais le 90, 89, 1. Hein. Donc vous êtes intervenus avec nous et on a essayé de... Mais c'est normal, tu entends de la musique parce j'entends de la qu'il musique y a de dans la le musique, on est en Parce direct que- du Learning Show, il y a du D'accord, bruit. ok. Parce qu'on Excusez-moi. on a Pierre qui fait le DJ et c'est le signal du début des ateliers. D'accord. Alors, nous, ce qu'on voulait en ligne, d'accord, c'était vous faire vivre un atelier. Nicolas, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Et en ligne, n'hésitez pas à réagir. Et l'idée, peut-être l'année prochaine, c'est d'avoir cette radio où, à certains moments, on a des vrais ateliers pour vous en ligne. C'est exactement ça, la volonté affichée par quelque part l'organisation avec cette radio qui se veut tourner vers ceux qui ne sont pas là et pas uniquement vers ceux qui sont là, c'est de pouvoir proposer au fur et à mesure justement des éditions qui passeront, des formules. Et là, toi et Clément, vous nous avez proposé une expérience un peu en live. Donc ça, j'ai vu un peu les On a images. encore beaucoup à travailler. C'était ouais. pas trop mal, mais comme c'était inattendu, les caméras sont pas forcément au bon endroit, etc. Mais il y a vraiment des formules à développer pour pouvoir proposer, pour ainsi dire, des ateliers. On va les appeler comme ça. Globalement, c'est le principe. Le Learning Show accueille des ateliers. On va essayer de réfléchir ensemble à une formule où il y aurait aussi du participatif, y compris par l'intermédiaire de Radio Learning Show. Et donc, un tout grand merci à ceux qui ont joué le jeu à distance. Ouais, d'accord. qui étaient là hier pour certains, qui sont encore là aujourd'hui.
Preuve que voilà, on les a pas non plus saoulés, si je peux me permettre. Voilà, et c'est trop bien. Et donc on a pensé à vous cette nuit en se disant mais on voudrait essayer un petit peu. Alors voilà, c'était un début. On espère que ça vous a plu. Et puis ici en direct, on a plein de sourires. Et puis la journée va continuer. La journée continue. C'est quoi le programme, Nicolas, la suite? Alors la suite, on va parler de LMS Open Source dans un premier temps avec e-Learning Touch et Jean-François Lecloarec. On va enchaîner avec Ferrandi, l'école, où on va parler d'Afest dans les métiers de bouche, si je ne dis pas trop de sottises. Et puis on aura les deux animatrices d'un atelier qui a vraisemblablement cartonné, parce qu'il y a un atelier qui s'appelle « Comment travailler avec des cons ». Ah là là, j'adore. Ça doit faire salle pleine. Et donc elles seront là dans 45 minutes. Clément. Et puis Clément, tu viens nous dire un petit au revoir, il court dans tous les sens, mais viens nous dire par un ici, petit au revoir. Clément. Voilà, il est là-bas, vous allez le voir. Waouh, le casque installé sur les oreilles et tout, ça c'est la classe. Par Nicolas en plus. Au revoir, merci Seb, merci Nico pour l'orga, merci à vous tous. C'était le dernier JT. Ouais, c'était le dernier JT. Toi Olivier, on va se retrouver je suis au micro de Rendez-vous Interdigital bien entendu. Et puis on va se retrouver pour notre atelier tout à l'heure. Et puis on souhaite une bonne continuation à Seb et Nico. On les remercie encore pour toute l'install et tout le taf qu'ils font. C'est juste incroyable et je suis content d'avoir fait cet atelier en live avec toi Olivier. Merci à tous. Ciao. Et j'ai encore, tiens, tu me laisses encore, vraiment je te promets parce que je veux juste ça dire Non mais ça. c'est bavard, vas-y. Oui, en utilisant les QR Code, tu peux nous faire des ateliers en direct. Donc là, j'ai les réactions. On a merci pour le partage, belle conception ludopédagogique, plus de détails sur les futurs jeux sur le dernier épisode de Rendez-vous Interdigital. Alors, ils nous font la pub à distance, pardon, j'aurais pas dû dire ça. Mais en tout cas, merci de votre participation, vous êtes top. Double pouce. Et j'arrête de parler. Merci Mais à fais tous. attention parce qu'avec ça, ils vont te dire pour Rendez-vous Interdigital d'organiser des ateliers interactifs en live. Tu viendras nous aider? Écoute, avec plaisir. Merci grave. Sébastien. On va refaire la même team. Ah, merci Seb. Merci beaucoup. Allez, merci à vous. On se retrouve dans quelques instants avec Nicolas qui est en train de... Voilà, Nicolas est là, notre invité est là, le temps qu'on passe, on change, on transfère, voilà, c'est là. On est en direct. Je reprends mon petit casque.